Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du déterminisme et plus précisément au déterminisme selon Spinoza. Et ça, en particulier, ça va nous permettre de réfléchir au problème du déterminisme à partir de l'angle de la justice. Donc, comme d'habitude, le cours il se déroule en deux parties. Une première partie réflexion, dans laquelle on va s'intéresser au film Minority Report, et une deuxième partie plus rigoureuse, la partie cours, dans laquelle vraiment on va s'intéresser à la conception du déterminisme selon Spinoza. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, juste pour faire un petit résumé de Minority Report, le principe du film, et puis de la nouvelle, puisque à la base c'est une nouvelle de Philip K. Dick, qui a été adaptée en film par Steven Spielberg. D'ailleurs c'est un assez bon film si vous souhaitez le voir, et pour faire simple, l'intrigue se déroule dans un futur un petit peu futuristique justement, et l'idée c'est qu'il y a 3 oracles qui sont capables avec certitude de prédire l'avenir. Et plus que de simplement prédire l'avenir et de ne rien faire à partir de ça, en fait, à partir de cet avenir qui est prédit, eh bien, on est capable d'intervenir et de stopper les crimes avant même qu'ils ne soient commis. Et ça, vous allez voir, ça pose pas mal de problèmes, puisque, justement, si on arrête un crime avant qu'il ne soit commis, est-ce que c'est vraiment un crime et est-ce que les personnes sont vraiment coupables ? Bon alors, plutôt que de faire le résumé de tout le film, je vous laisse écouter cette petite séquence et ensuite on en discute. Quand les précoques déclarent une victime et un tueur, leurs noms sont incrustés dans le grain du bois. Chaque pièce est unique. La forme et le grain sont uniques. La forme et le grain sont impossibles à contrefaire. Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime. Oui, y revoilà. Je ne suis pas avec l'association de défense des libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi. Mais vont le faire. La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais. Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal ? Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps. Pourquoi vous l'avez rattrapée ? Parce qu'elle allait tomber. Vous êtes certain ? Ouais. Mais elle n'est pas tombée. Vous l'avez attrapée. Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver. Donc vous voyez, c'est très très bien expliqué, c'est vraiment le déterminisme dont il est question. C'est l'idée selon laquelle toutes nos actions sont déterminées à l'avance, et que même avec la meilleure volonté du monde, même si on croit pouvoir en fait avoir une influence sur nos actions, en fait on n'en a aucune. On est un petit peu comme des dominos, c'est une analogie que je vais reprendre pas mal dans ce cours. On est un petit peu comme des dominos, on est simplement le dernier domino d'une série de dominos, et on ne peut pas contrôler toutes les actions qui nous précèdent. Donc en fait, on est condamné à faire ce que l'on va précisément devoir faire. Et dans Minority Report, précisément ce déterminisme, il prend la forme de ce qu'ils appellent les pré-crimes. Vous voyez, les pré-crimes, c'est assez intéressant comme concept, c'est un crime qui est prédit avant même qu'il n'ait été commis. Donc là, dans le petit extrait, on voit bien en fait les oracles, ils sont capables de prédire avec certitude qu'un crime va être commis, et il y a une petite boule en fait sur laquelle va être gravé le crime qui va être commis. Donc ça pose pas mal de problèmes, parce que ça veut dire que, avant même qu'un crime n'ait été commis, on est capable d'arrêter le potentiel criminel, mais ça pose un paradoxe, parce que si on arrête le criminel avant qu'il n'ait commis une action, eh bien, par définition, il ne l'a pas encore commise. Et donc, en fait, est-ce qu'il est vraiment criminel, puisque le crime qui est censé être commis, il n'a pas encore été commis. Mais néanmoins, et d'ailleurs c'est assez bien dit dans la séquence, le fait qu'on soit capable d'arrêter le crime avant qu'il n'ait été commis, est-ce que ça empêche véritablement le fait que le crime allait être commis avec certitude ? Vous voyez par exemple, je dis ça parce que c'est une analogie qui va être ensuite reprise par Spinoza, et on l'étudiera dans un texte. Si je prends une boule, si je prends une pierre même, et que je la fais tomber, le fait qu'elle tombe, eh bien, c'est certain. J'ai vraiment toutes les conditions qu'il me faut pour déterminer avec certitude le fait que la pierre que je tiens dans ma main, si je la laisse tomber, eh bien, cette pierre va tomber, et même si vraiment j'ai une connaissance physique de tous les phénomènes qui entourent la chute de cette pierre, si je connais sa position, si je connais la vitesse de la chute, si je connais le champ de gravité dans lequel cette pierre s'inscrit, etc. Enfin bref, si je connais vraiment toutes les choses qui entourent la chute de cette pierre, je peux dire avec certitude, eh bien cette pierre, elle est tombée à tel endroit, elle va arriver à tel autre endroit. Vous voyez, c'est vraiment certain à partir des lois de la physique que l'on connaît. C'est d'ailleurs ce qui nous permet avec certitude de lancer des fusées dans l'espace, ou plus généralement en fait d'étudier des phénomènes physiques. Bref. Et donc, à partir de ce déterminisme physique, on pourrait l'étendre, comme c'est le cas dans Minority Report, et se dire
Ok, on est capable de prédire avec certitude les mouvements physiques, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de prédire avec certitude également toutes les actions humaines? Et là, on voit tout de suite, ça pose beaucoup plus de problèmes, parce que si on n'a pas trop de difficultés à accepter le fait qu'une pierre soit déterminée, par contre, dire que nous, on ne dispose pas de libre arbitre, et que en fait, même les actions que l'on croit être vraiment les nôtres, sont en réalité déterminées par des causes qui les précèdent, là, généralement, ça pose beaucoup plus de difficultés, et on a beaucoup plus de mal à l'accepter. Et c'est précisément tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que si on étend ce déterminisme physique aux actions humaines, et qu'on en fait en fait une sorte de déterminisme global, général, qui inclut donc toutes les choses, même ce que l'on croit être notre libre arbitre, qui serait en réalité une illusion, est-ce que ça ne pose pas des problèmes dans le cas de la justice? Parce que, pour revenir dans notre cas, dans notre film Minority Report, dans Minority Report, les criminels sont arrêtés avant même qu'ils n'aient commis des actions. Et là, dans le film, les oracles sont capables de prédire les crimes quelque temps avant qu'ils arrivent. Mais il y a néanmoins une limite temporelle, si on veut. Néanmoins, si on avait véritablement une connaissance parfaite de tous les phénomènes, et en fait des lois de la physique de manière générale, une connaissance parfaite de toutes choses, à ce moment-là, même au tout début de la vie d'une personne, on pourrait dire avec certitude que puisque telle personne a telle chose qui se passe dans son cerveau, qu'elle est née à tel endroit, qu'elle a eu tel parent, qu'elle a rencontré telle personne, etc., 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 vous voyez, en remontant de fil en aiguille, comme ça vraiment pour avoir une compréhension parfaite et globale de tout ce qui entoure la vie d'une personne, on pourrait dire avec certitude, alors, de la même manière qu'une pierre, si telle personne a vécu telle chose et a été dans tel endroit, eh bien, à tel moment, elle va commettre tel acte. Et ça, c'est vraiment assez problématique par rapport à la justice, puisque ça voudrait dire en fait que on est responsable, mais qu'on n'est jamais coupable de nos actes. Ça veut dire que, effectivement, une action m'appartient, puisque c'est moi qui fais cette action, mais est-ce que j'en suis véritablement coupable, dans le sens où je ne pouvais pas faire autrement en fait? J'ai l'impression que j'avais un libre arbitre, mais ce libre arbitre, ce n'était qu'une illusion, et je ne suis que la dernière cause de toute une série de causes qui me précèdent et que je ne contrôlais pas. Je ne contrôlais pas mon lieu de naissance. Je n'ai pas contrôlé le fait qu'à tel moment dans ma vie, j'ai rencontré telle personne qui a eu une grande influence sur mes actions futures. Je n'ai pas contrôlé tout simplement tous les phénomènes physico-chimiques qui se passent dans mon cerveau. Bref, vous voyez, en fait, il y a énormément de choses, voire la totalité des choses qui nous précèdent, que je ne contrôle pas. Et donc, comment me tenir responsable, voire coupable, d'une action alors que je ne suis en fait que le jeu du destin, je ne suis que le jeu d'une causalité qui est bien plus importante que simplement la petite action qui vient représenter la dernière cause en fait, le dernier maillon d'une chaîne qui est bien plus grande. Donc pour retomber un petit peu sur le film Minority Report, et pour vous poser une question, est-ce que vous pensez qu'il est juste d'arrêter une personne avant qu'elle ne commette un crime, si on est sûr qu'elle va le commettre? Et c'est toute là la difficulté, justement, c'est là où on va s'intéresser un petit peu. D'ailleurs, si vous souhaitez répondre, vraiment, n'hésitez pas à proposer vos arguments dans les commentaires. C'est toujours très intéressant de voir vos arguments et puis de voir ce que vous proposez. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour dire comment est-ce que vous répondriez à cette question, parce que vraiment, c'est une question qui est assez difficile. D'un côté, effectivement, si on est sûr à 100% qu'une personne va commettre un crime, là, actuellement, on n'est pas capable de le faire en remontant des années et des années avant qu'elle ne commette le crime. Mais néanmoins, c'est un petit peu ce que l'on fait lorsque on arrête une personne, par exemple, si elle va faire un attentat et qu'on sait que cette personne va faire un attentat parce qu'il y a tous les éléments qui laissent croire qu'effectivement c'est ce qu'elle va faire, eh bien on ne va pas attendre qu'elle commette justement un crime, on va l'arrêter avant qu'elle n'ait commis le crime. Donc dans une certaine mesure, c'est un petit peu ce que l'on fait, mais on n'est jamais sûr actuellement à 100% parce qu'on n'a pas une connaissance parfaite, physico-chimique de toutes les choses qui entourent la vie d'une personne et qui nous ferait dire à 100%, ou même comme dans Minority Report, cette personne va commettre un crime, c'est sûr, parce que c'est un oracle, ou parce que, un petit peu sous la forme de loi, on est certain qu'elle va le faire. Mais néanmoins, si véritablement on avait une connaissance parfaite, à 100% qu'on était sûr que cette personne allait commettre un crime, on pourrait se dire, pourquoi pas, effectivement, cette personne, elle n'a pas encore commis le crime. Mais si on est capable de l'arrêter avant qu'elle n'ait commis le crime, pourquoi ne pas le faire? Ça permettrait d'améliorer la sécurité, ça permettrait d'améliorer la vie globalement de toutes les autres personnes qui ne vont pas commettre ce crime, et même en fait qui vont en être victimes. Donc pourquoi attendre que la personne ait fait l'irréparable pour justement le réparer? Si on est capable de l'arrêter avant, pourquoi ne pas le faire? Vous voyez, justement, c'est ce qu'ils disent dans Minority Report, depuis qu'ils ont ce système d'oracle,
il n'y a aucun meurtre qui a été commis dans la ville, dans le monde de Minority Report. Et en fin de compte, effectivement, ça serait plutôt pas mal. Un monde dans lequel il n'y a aucun crime, il n'y a aucun meurtre, si on est capable de les arrêter avant, pourquoi ne pas le faire? Mais d'un autre côté, ça pose d'autres problèmes, parce que, quand bien même, on pourrait être capable de prédire à 100% avec une certitude parfaite que, avec tel paramètre, on est sûr que la personne va commettre un crime. Est-ce que ça ne poserait pas de gros problèmes par rapport à la liberté individuelle et par rapport en fait à notre libre arbitre tout simplement? Parce que, individuellement, personnellement, j'ai envie de croire que je dispose d'un libre arbitre et que, à la toute dernière seconde, en fait, je pourrais être capable de me dire non. Je crois que je vais commettre un crime. On m'a dit que j'allais commettre un crime, mais néanmoins, je vais dévier le destin, je vais changer le destin, et je vais faire en sorte que ce qui était prédit, eh bien, n'arrive pas. C'est d'ailleurs un petit peu ce que le personnage principal dans Minority Report essaye de faire. Il essaye de changer le destin, mais on ne change pas le destin, en fait. Si le destin est écrit, eh bien, le destin arrivera. Et c'est tout le problème, justement. Est-ce qu'on est capable de briser la causalité qui nous précède, et donc de faire en sorte que l'on dispose véritablement d'un libre arbitre, ou est-ce que simplement on fait partie du destin et on n'est pas plus libre qu'une pierre, on est simplement inscrit dans toute la causalité qui nous précède, et même avec la meilleure volonté du monde, même si j'ai envie de ne pas être un criminel, eh bien si mon destin c'est d'être un criminel, alors je ne peux pas faire autrement. Mais encore une fois, on voit bien que ça pose problème, parce que on se dit qu'on dispose d'une liberté individuelle, on se dit qu'on dispose même de droits justement par rapport à cette liberté individuelle, et même par rapport au fait qu'en fait, on a une présomption d'innocence. Et puis même en fait, de manière plus générale, si on considère qu'on ne dispose pas du libre arbitre et que toutes nos actions sont déterminées, alors ça remet en cause complètement notre conception de la justice. Parce que, et ça on va le voir plus en détail par la suite, si on considère que les actions sont complètement déterminées, alors ça veut dire que le criminel qui commet le pire des crimes, en réalité, est-ce qu'il doit être puni pour ça? Parce que lui, ce n'est que le dernier maillon d'une chaîne qui est encore une fois bien plus grande et qu'il n'a pas choisi. Donc lui, c'est simplement le jeu du destin, c'est simplement le jouet du destin. Il ne choisit pas de faire même le pire acte, l'acte le plus ignoble, il n'est que le dernier maillon d'une chaîne bien plus grande, encore une fois. Et donc, à la limite, en fait, la justice, dans ce cas-là, devrait davantage servir à encadrer, à réintégrer, à écarter, voir si cette personne est vraiment trop dangereuse, mais l'idée d'une punition pour une action, en fait, qui n'a pas été commise librement, perd un peu de son sens, voire perd complètement de son sens. Et en fait, pour essayer de bien comprendre justement cette causalité et ce rôle du libre arbitre, voire cette illusion de libre arbitre, on va maintenant s'intéresser à la philosophie de Spinoza et voir ce que Spinoza en dit. Donc, Spinoza, c'est un philosophe qui est né à Amsterdam en 1632, et c'est vraiment un philosophe majeur dans l'histoire de la philosophie. Bon, alors il y aurait, comme d'habitude, beaucoup de choses à dire sur la philosophie en général de Spinoza, mais simplement pour essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'il dit par rapport précisément à cette question de la causalité et du libre arbitre, il faut simplement revenir un tout petit peu sur sa conception de Dieu et de la nature en général, et de la substance. Parce que, pour bien comprendre ce que dit Spinoza, il faut voir que Spinoza, la philosophie de Spinoza, elle s'inscrit en fait dans une sorte de dialogue avec une autre philosophie qui est celle de Descartes. En fait, en philosophie, il y a deux conceptions, pour faire simple, qui s'opposent par rapport à la question de la substance. L'idée, c'est que, pour Descartes, il y a deux substances, il y a deux réalités, si on veut, fondamentalement différentes. D'un côté, il y a l'étendue, c'est-à-dire en quelque sorte le caractère physique des choses, et de l'autre côté, il y a une autre substance qui est la substance pensante. Donc, pour Descartes, René Descartes, on a deux substances radicalement différentes qui ne peuvent pas, finalement, se rencontrer. C'est vraiment deux réalités complètement distinctes. On a d'un côté l'étendue et de l'autre la pensée. Et les deux, encore une fois, ne peuvent pas cohabiter, les deux sont complètement différentes. Ce qui pose, soit dit en passant, bien des problèmes, puisque comment est-ce que la pensée peut avoir une influence sur le caractère physique si les deux ne peuvent pas cohabiter? Comment est-ce que la pensée qui est en moi peut influencer mon corps qui est physique si les deux sont complètement différentes? C'est un problème qui animera pas mal l'histoire de la philosophie. Un philosophe un peu plus contemporain, Gilbert Ryle, dira que justement la philosophie de Descartes, le dualisme de Descartes, c'est une forme de fantôme dans une machine, parce que s'il y a une réalité, la substance pensante qui est dans le corps, et que les deux sont complètement différentes, si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il y avait un fantôme dans une machine, le fantôme ne pourrait pas du tout avoir une influence sur la machine,
puisque le fantôme, en fait, ce serait un petit peu essayer de taper dans du vide. Vous voyez, il ne pourrait pas bouger la machine, puisque le fantôme serait complètement une autre forme de réalité. Bref. Spinoza, lui, il s'oppose à cette conception, et il considère que il ne peut pas y avoir deux substances, parce que justement, deux substances, c'est un non-sens, puisque les deux substances ne peuvent pas interagir, puisque les deux substances, en fait, ce sont deux réalités complètement différentes, et s'il y a la moindre interaction, ça voudrait dire qu'une substance limite l'autre substance, ce qui pour Spinoza est un non-sens, pour faire simple. Donc Spinoza, lui, il développe une philosophie qui est moniste. Le monisme de Spinoza, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule substance. Et pour Spinoza, cette seule substance, c'est Dieu. Il dit Dieu ou la nature. Alors, il faut comprendre la nature dans un sens vraiment très très large, c'est pas simplement la nature avec les arbres, et même c'est pas simplement la nature compris dans le sens de l'univers, parce que pour Spinoza, effectivement, Dieu englobe la nature, Dieu c'est la totalité des choses qui existent, et nous, justement, on fait partie de cette substance, on ne peut pas s'abstraire de la substance, justement la substance, la seule substance qui existe c'est Dieu, c'est la totalité des choses, et donc nous on n'est pas en dehors de cette substance. Donc nous on est une partie de Dieu, on est un certain mode de Dieu, de la substance, et donc simplement pour résumer en fait, on a la substance, qui est la seule substance qui existe, et dans cette substance, il y a différents attributs. Nous, on peut en concevoir deux, on a l'étendue et la pensée, donc on retrouve un petit peu en fait les deux substances de Descartes, mais pour Spinoza, ce ne sont pas deux substances différentes, ce sont deux attributs qui font partie de la même substance. Et ensuite, dans ces attributs, il y a différents modes. Donc on a la substance qui a des attributs, et les attributs ont différents modes. Ok ? Et en fait, puisqu'on a une conception justement moniste des choses, forcément pour Spinoza, tout est interconnecté dans cette substance. C'est la seule substance qui existe, Dieu c'est la totalité des choses, et donc dans cette totalité des choses, tout est connecté. Ce qui fait que pour Spinoza, tout est connecté, et ça inclut justement notre personne. Nous, on ne peut pas s'abstraire de cette substance, on ne peut pas s'abstraire de ce déterminisme finalement qui englobe toutes les choses, même notre pensée, même notre corps, bref, tout fait partie de la substance divine, tout fait partie de cette géante substance, si on peut dire, pour dire les choses un petit peu simplement. Et donc encore une fois, ça serait folie en fait de croire que l'on peut s'abstraire par une sorte de volonté magique, et de croire qu'on dispose d'un libre arbitre, qu'on dispose de la capacité de faire autre chose en fait que ce que Dieu est. On ne peut pas agir autrement que les lois de la nature, de la même manière que, on va le voir justement, j'anticipe un tout petit peu, mais ce serait encore une fois folie de croire qu'une pierre peut échapper aux lois de la physique, et vouloir par sa simple volonté, par son simple décret, partir à l'encontre des lois de la gravité, et lorsque l'on la fait tomber, eh bien en fait, réagir inversement et aller vers le ciel, plutôt que vers le centre de la Terre. Vous voyez, ce serait assez absurde de croire qu'une pierre peut le faire. Eh bien, nous, c'est tout aussi absurde de croire qu'on peut s'échapper à ce déterminisme qui englobe toute chose, et faire en sorte que notre propre personne ne soit pas comme les autres choses. Alors, plus précisément, voyons ce que Spinoza en dit lui-même. J'appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature. Contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Dieu, par exemple, existe librement, bien que nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. De même aussi, Dieu se connaît lui-même librement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. De même aussi, Dieu se connaît lui-même et connaît toute chose librement, parce qu'il suit de la seule nécessité de sa nature que Dieu connaisse toute chose. Vous le voyez bien, je ne fais pas consister la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. Mais descendons aux choses créées qui sont toutes déterminées par des causes extérieures à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement et, l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort,
autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et, s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même, un délirant, un bavard, et bien d'autres de même farine, croient agir par un libre décret de l'âme, et non se laisser contraindre. Ce préjugé étant naturel, congénital parmi tous les hommes, il ne s'en libère pas aisément, bien qu'en effet l'expérience enseigne plus que suffisamment que s'il est une chose dont les hommes soient peu capables, c'est de régler leurs appétits, et, bien qu'ils constatent que partagés entre deux affections contraires, souvent ils voient le meilleur et font le pire, ils croient cependant qu'ils sont libres, et cela parce qu'il y a certaines choses n'excitant en eux qu'un appétit léger, aisément maîtrisé par le souvenir fréquemment rappelé de quelque autre chose. Alors ce texte, il est extrait de la lettre à Schuller, et vraiment je le trouve très très intéressant. Parce que, vous voyez, dans ce texte, Spinoza, il montre bien que toutes les choses dans l'univers sont justement interconnectées, que tout fait partie de la substance divine, la seule substance, et que rien ne peut échapper donc au déterminisme. Aussi bien la pierre, qui est un objet, c'est vrai, tout simple, on connaît le mouvement de la pierre à partir des lois de la physique que l'on connaît, c'est un mouvement relativement simple, à partir de quelques paramètres, on peut assez aisément déterminer la position que va avoir une pierre, à partir encore une fois de la force du lancer, de la trajectoire, de l'angle, tout ça, on peut assez facilement déterminer la position future de la pierre. Et en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour l'humain ? Bon, la réponse est assez simple, c'est qu'il y a plein de causes qui nous déterminent. Effectivement, il y a des causes physico-chimiques qui se passent dans notre cerveau. Il y a notre histoire personnelle. Il y a plein de facteurs sociologiques, on pourrait dire, qui entourent notre vie. Bref, il y a vraiment énormément de causes qui nous entourent, et comme il y a énormément de causes qui nous entourent, cet amalgame en fait de plein de choses que l'on ignore, on a l'impression qu'on est capable de rompre la causalité, de rompre cette chaîne de dominos qui nous précède, et de dire, moi, par ma seule volonté, eh bien je vais pouvoir choisir ce que je veux. Mais qu'est-ce que c'est que justement ce « je veux » si ce n'est la totalité des causes qui me précèdent ? Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas échapper à ma propre nature. Je ne peux pas échapper aux causes qui me précèdent. Je ne peux pas échapper à tout ce déterminisme, en fait, qui englobe la nature. Et donc, j'ai l'impression, parce que j'ai conscience de mes actions, que je suis à l'origine de ces actions. Mais en fait, je n'en suis pas plus à l'origine que la pierre n'est à l'origine de sa chute. Ce qui veut dire que vouloir être libre, croire que je dispose d'un libre arbitre, ce serait comme croire que la pierre, par sa simple volonté, pourrait choisir plutôt que de tomber par la force de la gravité, d'être attirée par la masse qui est la plus forte, qui est la plus grande, elle pourrait choisir de faire tout autrement. Alors qu'on sait bien que rien n'échappe aux lois de la nature. On ne peut pas échapper aux lois de la nature. Donc nous, en tant qu'éléments justement de cette nature, on ne peut pas non plus y échapper. Et effectivement, encore une fois, il y a plein de choses qui nous déterminent, c'est très très flou tout ce qui nous détermine, mais ce n'est pas du tout parce que c'est flou que c'est absent. La multitude des causes qui nous déterminent n'annule pas en fait justement toute cette causalité qui nous précède, simplement elle la rend beaucoup plus complexe à comprendre. Et c'est là que ça va devenir particulièrement intéressant par rapport à notre problème du jour, qui est de savoir justement comment est-ce qu'on peut avoir un concept de justice, une notion, enfin un principe de justice dans un monde complètement déterminé, où même les actions humaines sont déterminées, parce que ça veut dire que justement, tous nos concepts de faute, de culpabilité, et même de mérite, eh bien en fait ils n'ont plus de sens si tout est déterminé. Ça veut dire que même mon action la plus vertueuse, ou mon action la plus vicieuse, elle n'est que le dernier maillon d'une chaîne bien plus grande. Le fait que je choisisse de commettre un crime, ou de faire une action vertueuse, en fait c'est simplement par destin, par hasard, mais on pourrait dire que c'est la même chose en fait, si on comprend que toute chose est déterminée. Et ça, intuitivement, on se dit bien qu'il y a un problème, parce qu'on a envie de croire, que aussi bien le pire criminel que la personne la plus vertueuse, elle est à l'origine de son action. Elle l'a mérité d'un côté, et elle l'a mérité de l'autre. Mais que ce n'est pas le fruit du hasard. Et ce que Spinoza, il nous dit, c'est que si, en fait, c'est le fruit du hasard, alors le hasard compris comme le destin, compris comme la causalité qui nous détermine à faire des choses,
mais que, aussi bien notre action vertueuse que notre action vicieuse, en fait, on ne l'a pas choisie par libre arbitre. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas choisi nos actions vertueuses ou nos actions vicieuses? Comment est-ce qu'on peut avoir un principe de justice? Comment est-ce qu'on peut blâmer ou comment est-ce qu'on peut louer les actions d'un être humain? Eh bien Spinoza, en fait, il dit « Non, il faut remplacer ces concepts. Le blâme, le mérite, en fait, c'est simplement lié à notre ignorance. On ne peut pas changer la causalité, on ne peut pas s'abstraire du déterminisme. Le libre arbitre, c'est une illusion. Mais que faire à partir de ça? Eh bien, ce que Spinoza il nous dit, c'est que, puisqu'on ne peut pas changer les choses, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer de les comprendre. Et donc Spinoza, il renverse complètement la conception de la liberté, du moins pour nos actions, puisque pour lui, la liberté, la seule liberté que l'on peut posséder, ce n'est pas le libre arbitre, qui est une illusion, mais c'est la compréhension des causes qui nous précèdent, c'est la compréhension de l'harmonie de l'univers en fait. Vous voyez, je ne peux pas changer ma propre nature, je ne peux pas faire autre chose que ce qui est, puisque ça voudrait dire en fait voir autre chose que la substance divine, et bon, ça impliquerait d'aller plus profondément dans la philosophie de Spinoza, mais pour faire simple, c'est un non-sens. On ne peut pas faire autre chose que ce qui est, puisque ce qui est, c'est la seule chose qui peut être. Donc, plutôt que d'essayer de changer l'inchangeable, essayons plutôt de le comprendre, essayons de comprendre les choses qui nous déterminent, et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça vaut pour plein d'aspects. Ça vaut aussi bien pour les causes qui nous déterminent de façon physico-chimique. Essayons de comprendre justement le fonctionnement de notre cerveau. Essayons de comprendre l'histoire humaine. Essayons de comprendre la sociologie, la psychologie. Bref, essayons de comprendre le plus de choses possible pour essayer au maximum de comprendre en fait la substance divine. Et pour Spinoza, cette compréhension, elle nous mène au bonheur. Ce qui est plutôt pas mal. Effectivement, d'un côté, on perd le libre arbitre, mais de l'autre côté, on gagne potentiellement le bonheur. Ce qui est un deal plutôt acceptable à mon sens. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça demande de changer complètement notre conception des choses. D'une justice qui passe par le blâme et le mérite, la punition. Eh bien, on est obligé de passer à un système complètement différent. Parce que ça sert à rien de punir quelqu'un, en fait, pour une action dont il n'est en réalité que le dernier maillon. Et vraiment, j'insiste un petit peu parce que c'est vrai que c'est assez difficile à accepter comme idée. L'idée que même le pire criminel, en réalité, il n'est que le jouet de la causalité, une causalité qu'il n'a pas choisie. Même le pire criminel, en fait, si véritablement on possédait une connaissance parfaite de toute chose, un petit peu comme le démon de Laplace, qui posséderait une connaissance parfaite de toutes les particules qui composent l'univers, eh bien on pourrait dire avec certitude que, au moment même où l'univers commence, en fait, l'histoire est déjà toute tracée, parce que l'histoire ne peut pas être autrement. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce que ça veut dire que, au moment même où une personne naît, son destin est déjà tout tracé, et si elle doit devenir la personne la plus vertueuse, elle le deviendra par destin, mais également, si elle doit devenir le pire criminel, elle le deviendra également par destin. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est essayer de comprendre, essayer d'organiser la société autour de ces choses-là, mais on ne peut pas modifier le destin, on ne peut pas modifier la causalité, on ne peut pas s'abstraire simplement par volonté, par magie en quelque sorte, de cette causalité dont on fait partie. Et donc, concrètement, quelle forme ça pourrait prendre en fait par rapport à un modèle de justice? Eh bien, ça pourrait vouloir dire que lorsqu'une personne est jugée coupable, en fait, elle est simplement jugée coupable d'être le dernier maillon d'une chaîne qu'elle ne contrôle pas. Et ce que l'on peut faire, ce que la société peut faire, c'est essayer d'écarter peut-être cette personne, si vraiment elle est trop dangereuse. Effectivement, elle n'est pas coupable dans le sens où elle n'a pas choisi volontairement, par libre décret, de faire ce qu'elle a fait. Elle est simplement, encore une fois, le dernier maillon d'une chaîne bien plus grande, mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'elle peut être dangereuse pour la société. Et donc, on oublie cette notion de blâme, on oublie cette notion de culpabilité, de vraiment de rejet en quelque sorte par dégoût, et on essaye de comprendre et d'adapter la société autour de ces actions qui sont inévitables. Donc vous voyez, ça ne veut pas non plus dire que les criminels pourraient rester dans la rue à faire tout ce qu'ils veulent, parce que la société peut s'organiser autour de cette compréhension, finalement, du destin, d'une certaine façon, de la causalité, et faire en sorte que, plutôt que de blâmer, plutôt que de juger, et de juger par rejet, par dégoût, par haine, par peur,
toutes ces passions tristes en quelque sorte selon Spinoza, eh bien, notre compréhension de toutes les choses qui composent l'univers viendrait à adapter en fait la société autour de ces actions et peut-être écarter, peut-être réintégrer, enfin bref, faire des choses de façon à éviter en fait que ces criminels agissent comme ils le souhaitent et fassent du mal aux autres personnes, mais néanmoins écarter ces notions encore une fois de blâme et de culpabilité et de mérite aussi. Mais encore une fois, ça demande vraiment une conception complètement différente de notre vision de la justice telle qu'on la conçoit généralement. Ce qui fait que pour Spinoza, vraiment la chose la plus importante, c'est pas le jugement moral, le jugement qui par dégoût va rejeter une personne, c'est véritablement la compréhension de toute chose, aussi bien des actes de la personne, mais plus généralement en fait, des lois de l'univers, des lois, on pourrait dire, alors c'est un petit peu anachronique puisque à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais aussi bien des sciences naturelles que des sciences humaines, pour vraiment avoir une compréhension globale de la substance divine, en fait de toute chose, de l'univers, pour voir comment les choses sont connectées, comment les choses s'agencent entre elles, et de cette façon, en fait, être le plus heureux, parce que pour Spinoza, c'est justement notre compréhension de l'univers et des causes. Alors après, pour vraiment être plus précis, il faudrait rentrer dans les différents genres de connaissances selon Spinoza. Ici, on va pas s'y intéresser, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on se portera plus tard, dans un autre cours. Mais toujours est-il, pour faire simple, pour Spinoza, véritablement, c'est par notre compréhension, c'est par notre rationalité que l'on peut accéder au bonheur, par le biais de cette compréhension générale de la nature et de toute chose, et finalement, en fait, de Dieu, de la substance, de l'univers. Donc, pour résumer en quelque sorte vraiment la pensée de Spinoza par rapport à cette question du déterminisme et de la liberté, en fait, de façon plus générale, ce que l'on peut voir, c'est que Spinoza, vraiment, il renverse complètement cette conception de la liberté. Pour lui, la liberté par rapport à nos actions, elle n'est pas du tout liée au libre arbitre, parce qu'encore une fois, le libre arbitre, c'est une illusion qui est liée à notre ignorance. Donc, ceci étant écarté, le libre arbitre comme une illusion étant écarté, on peut repenser la liberté, non plus comme le fait de vouloir faire tout ce que l'on veut, mais en fait comme la compréhension des causes qui nous déterminent, et plus généralement en fait comme la compréhension de toute chose, pour essayer de voir comment est-ce que les choses sont intriquées, interconnectées, comment est-ce que l'univers dans sa globalité fonctionne, et en fait essayer le plus possible d'essayer de se rapprocher d'une connaissance de la substance. Et c'est seulement par cette compréhension générale que l'on peut voir justement qu'il y a une harmonie dans la nature, que soi-même on est intégré justement dans cette harmonie, et que toute chose fonctionne en harmonie, ce qui nous permet en fin de compte finalement d'être heureux. Donc vous voyez, encore une fois, le deal est plutôt pas mal, effectivement, on perd le libre arbitre, qui est une illusion, donc finalement on n'a pas perdu grand-chose, puisque de toute façon ça n'existait pas, et en échange de ce libre arbitre qui était une illusion, on gagne, par notre compréhension de la façon dont les choses sont interconnectées, la voie d'accès au bonheur, ce qui est plutôt pas mal. Donc avant de se quitter, juste une petite citation qui résume assez bien la conception de Spinoza par rapport à cette question du déterminisme. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais tout y est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une manière précise. Donc c'est une citation extraite de l'Éthique. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la philosophie de Spinoza concernant ce point précis du déterminisme, et en quoi ce déterminisme pouvait introduire une sorte de tension par rapport à notre conception de la justice. On a vu que la tension était résolue par Spinoza à partir de notre compréhension des choses plutôt que dans le désir d'un libre arbitre illusoire. J'espère que ça aura pu vous intéresser, que vous aurez appris 2-3 trucs, et puis si vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur Spotify en format podcast, sur TikTok et sur Instagram dans des formats plus courts, dans lesquels je fais des tout petits cours. Donc portez-vous bien, et puis je l'espère, à la prochaine.